Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue dans le podcast In Shape to Grow, le podcast qui a pour mission de venir vous soutenir dans votre quête de santé optimale. Et donc bienvenue dans ce 109e épisode de ce podcast qui pour sa 4e saison a eu un petit peu de mal à démarrer. J'avais posté 2 premiers épisodes qui finalement ne me convenaient pas. Je les avais postés un peu dans la précipitation parce que je me suis mis en tête de vous proposer une série de 12 épisodes basés sur la quête du héros ou la quête de l'héroïne. Il y a 12 étapes dans cette quête que je voudrais vous proposer avec une adaptation à la santé optimale, au bien-être du quotidien. Et comme nous avons 12 mois dans l'année, ça collait parfaitement avec les 12 mois de 2025. Oui, j'aime bien en fait tout ce qui est carré, tout ce qui est bien structuré. Du coup, je les avais postés, la première et la deuxième étape de cette quête du héros. J'avais eu quelques vues intéressantes, quelques retours intéressants. Et puis finalement, ça manquait de détails, ça manquait de profondeur, ça manquait d'emballage. Alors, je me suis dit, eh bien David, prends un petit peu plus le temps, assouplis un peu cette rigidité et propose une nouvelle mouture des deux premières épreuves. Du coup, vous allez me dire, si vous n'avez pas encore vu ces 2 premiers épisodes que je vais vous présenter maintenant, c'est quoi la quête du héros, la quête de l'héroïne? Aussi appelée monomythe, c'est une structure universelle décrite et étudiée pendant des dizaines d'années par Joseph Campbell. Joseph Campbell est né en 1904, décédé en 1987. C'est un mythologue américain, professeur au collège Sarah Lawrence. Il est écrivain et conférencier et vraiment le spécialiste mondial de la mythologie. Ses ouvrages portant sur cette thématique comparés et à la religion comparée sont vraiment devenus une référence, à tel point que cette trame a même été utilisée dans des grands films au succès international. Ceci étant dit, avant même d'avoir ce succès dans ces films américains, cette structure du monomythe, cette structure des 12 épreuves, des 12 étapes du héros, se retrouve justement dans beaucoup de traditions, dans beaucoup de mythologies à travers le monde. C'est ça qui est fabuleux, c'est que dans notre inconscient collectif, cette trame existe déjà. Je vais donc prendre comme exemple au cours de ces 12 étapes, eh bien, 2 récits que vous connaissez. Le premier récit est un récit historique reprenant cette fameuse structure du monomythe. C'est l'Odyssée d'Homère. Une Odyssée qui est l'épopée grecque antique attribuée à Homère, qu'il aurait composée après l'Iliade, vers la fin du 8e siècle avant Jésus-Christ. Elle est considérée avec l'Iliade comme l'un des 2 poèmes fondateurs de la culture grecque antique et comme l'un des 2 plus grands chefs-d'œuvre de la littérature mondiale. Donc on retrouve ces 12 épreuves, ces 12 étapes du héros dans l'Odyssée d'Homère. L'Odyssée, en fait, relate le retour chez lui du héros Ulysse, Odysseus en grec, qui, après la guerre de Troie, dans laquelle il a joué un rôle déterminant, met finalement en 10 ans à revenir dans son île d'Ithaque, pour y retrouver son épouse Pénélope, qu'il délivre des prétendants, et son fils Télémaque. Alors, ceci étant dit, c'est d'autant plus intéressant qu'en 2026, vous avez cette adaptation cinématographique par Christopher Nolan avec Matt Damon dans le rôle justement d'Ulysse qui va sortir au cinéma. Donc on va pouvoir revivre ces 12 étapes du héros dans un film très bientôt. Et puisque l'on parle de cinéma, eh bien effectivement, grâce à l'influence des travaux de Joseph Campbell, eh bien George Lucas en 1977 écrit la fameuse saga Star Wars, film de science-fiction qui a marqué un tournant dans le cinéma avec son mélange de mythologie, d'aventure et de technologie innovante. Mais derrière cela, il y a à nouveau les 12 étapes du héros. Cette franchise est aujourd'hui l'une des plus populaires et influence encore l'histoire du cinéma avec un impact profond sur la culture populaire mondiale.
En bref, pour ceux qui ne connaissent pas encore le synopsis de Star Wars, il raconte l'épopée de Luke Skywalker, un jeune fermier qui, après la destruction de sa planète natale, se lance dans une quête pour vaincre l'Empire galactique et restaurer la paix dans la galaxie, tout en cherchant à sauver son père, Darth Vader, et à faire face à son propre destin. Cette structure narrative se compose de 3 grandes étapes et de plusieurs sous-étapes pour un total de 12 étapes. Donc il y a une première partie qui est le départ, la séparation. Le héros quitte son monde ordinaire pour rentrer dans l'inconnu. Et évidemment, je vais vous inviter, étape par étape, à suivre ce monomythe pour votre propre santé. Je vais vous donner des stratégies, des questions d'introspection, des changements de comportement pour pouvoir justement entrer dans votre propre quête. Ensuite, il y a la phase d'initiation. Le héros, vous dans ce cas-ci, affronte des épreuves qui le transforment. Et enfin, vous avez le retour du héros qui revient transformé dans son monde initial. Ce que je vous propose donc, dans les épisodes à venir, c'est de partir à la quête de votre santé optimale sur la base de ce monomythe. Analysez votre histoire personnelle, parce que la santé optimale, ça n'est pas la mienne, ça n'est pas celle de vos parents, de vos meilleurs amis, de votre voisin. C'est une santé qui va correspondre à votre génétique, à votre histoire, à vos préférences, à votre personnalité, à votre biochimie individuelle. Parce que oui, vous avez une biochimie individuelle, vous avez une génétique propre qui influence effectivement les réactions face au stress, la capacité à récupérer, la gestion justement des lipides, des glucides, des protéines, la capacité à récupérer après un effort, mais également la façon dont vous gérez vos émotions, votre capacité à mémoriser, à réagir à travers le monde, à créer, voire à passer justement par cette réalisation de soi. L'objectif sera également de vous soutenir dans les épreuves, puisque vous le verrez, vous le savez peut-être si vous avez suivi la saga Star Wars, eh bien, il va y avoir des obstacles, des découragements, des amis, des ennemis, et tout cela va entraîner des changements, et j'aimerais vous accompagner dans cette quête personnelle. Permettre donc de passer d'une situation d'aujourd'hui à une situation de demain, cette santé optimale que vous allez pouvoir petit à petit définir si vous ne savez pas encore ce qu'est votre santé optimale. Alors pourquoi utiliser le monomythe pour atteindre cette santé? L'idée de suivre une trame faisant partie de notre histoire, je me suis dit que si ça fonctionne pour un film à succès, pourquoi ça ne pourrait pas être un succès pour votre histoire? Ce ne sera probablement jamais porté au cinéma, mais on a là des pépites, on a là des stratégies, on a là des outils qui nous permettront de réellement passer à travers ce par quoi les héros de la mythologie, les héros de nos films, les héros de l'histoire sont passés. Si Ulysse et Luke Skywalker ont réussi, pourquoi pas nous? Pourquoi pas vous? Votre quête personnelle n'est-elle pas la chose la plus importante au monde? Car cette quête, nous le découvrirons, n'impacte pas que votre vie. Donc ça n'est pas une question égoïste. Si vous êtes mieux physiquement, émotionnellement, mentalement et spirituellement, eh bien vous allez pouvoir rayonner, vous allez pouvoir influencer, comme le dit très bien un auteur, Alex Christakis, les amis des amis de vos amis. Vous allez pouvoir influencer positivement les personnes que vous côtoyez. Parce qu'à la base de cette santé, de cette quête, il y a votre santé physique. Ça, c'est ma spécialité. S'il y a des défis émotionnels, psychologiques ou spirituels dans votre quête, eh bien, moi, mon rôle sera, comme mon mantra le dit, In Shape to Grow, vous donner l'énergie suffisante, les outils, les stratégies pour pouvoir relever ces défis du quotidien. Je suis tombé récemment sur une citation qui m'a beaucoup plu, d'un auteur inconnu, et qui dit « Lorsque vous avez la santé, vous avez 1000 problèmes. Mais lorsque vous la perdez, cette santé, vous n'en avez plus qu'un. C'est la perte de cette santé. Parce qu'elle est au-delà de toute problématique. » Donc au bout des 12 épisodes, vous devriez pouvoir vous aussi vous écrire votre synopsis. Exemple. Amelia est une mère de famille qui, après avoir surmonté des obstacles personnels, a finalement trouvé la force de transformer sa vie grâce à une approche personnalisée de remise en forme, basée sur sa propre histoire. Ça, c'est vraiment important.
En plus de ses enfants, son parcours inspire aujourd'hui de nombreuses personnes, car elle a prouvé qu'il est possible de surmonter des défis du quotidien et de retrouver bien-être et équilibre pour les mettre au service d'autres défis. On ne peut pas dissocier notre santé physique, émotionnelle, mentale, voire même spirituelle. Amelia a donc entrepris un long voyage vers la guérison, luttant contre des problèmes de poids, de fatigue, de mal-être chronique, ce que beaucoup de nos contemporains vivent aujourd'hui dans les pays occidentaux, pour finalement retrouver la santé et la vitalité qui entraîna grâce à cela des effets durables dans sa vie sentimentale, sociale, professionnelle et spirituelle. Je vous invite donc, maintenant que cette présentation de la quête du héros de Joseph Campbell et du monomythe est mise sur la table, de débuter par la première étape, le monde ordinaire. En effet, la plupart des histoires nous conduisent in fine vers un monde particulier, un monde qui est nouveau, qui est étranger pour le héros ou l'héroïne, c'est-à-dire vous. Mais pour cela, s'il faut un monde étranger, on doit partir d'un monde ordinaire, de là où vous êtes aujourd'hui. C'est ce que nous allons découvrir dans ce premier épisode. Si vous allez raconter une histoire à propos d'un poisson hors de son élément habituel, peut-être que ça ring a bell comme on dit, ça va vous faire penser à une histoire bien précise, vous devez d'abord créer un contraste en le montrant dans son monde banal et ordinaire. Une anémone de mer, un papa, une maman, ils attendent un heureux événement et puis il y a un événement. Donc on a vu le monde de Nemo, au départ, c'est son monde ordinaire, on l'a décrit en quelques secondes. Cette étape est également décrite dans l'Odyssée. Avant le début de son aventure, Ulysse vit à Ithaque, où il est roi et mène une vie paisible. C'est un monde ordinaire où il règne sur une île et sa famille avec sa femme Pénélope et son fils Télémaque. Il était également engagé dans la guerre de Troie, mais la vie à Ithaque représente la stabilité avant que l'aventure ne commence. C'est ce que nous allons travailler dans cet épisode, c'est où en êtes-vous aujourd'hui ? Quels que soient les soucis de santé, de mal-être que vous avez, eh bien, on va décrire ensemble, en tout cas je vais vous aider à décrire ce monde ordinaire, votre point de départ. C'est d'ailleurs un des éléments que j'utilise dans la modélisation optimale de la santé, c'est de faire un état des lieux sans jugement de la situation actuelle avec ce que vous faites, vos habitudes, vos programmes, etc. Si vous désirez plus d'informations sur la modélisation optimale de la santé, n'hésitez pas à surfer sur davidgermeau.com. Mais revenons à une autre histoire, bien plus romanesque, c'est le monde ordinaire dans Star Wars. En effet, on voit Luke Skywalker s'ennuyer à mourir en tant que fermier avant qu'il ne s'attaque à l'univers. Et donc là, vous avez également les premières minutes de cette saga qui décrivent ce monde ordinaire. Mais aujourd'hui, dans notre monde ordinaire, comment pourrions-nous le décrire ? En fait, le monde ordinaire aujourd'hui, il est extrêmement confortable. C'est vraiment une vie par rapport à nos arrière-grands-parents qui est d'un confort extrême. On n'a même plus besoin de faire un effort pour aller au travail. On a des transports en commun, on a des ascenseurs, on fait du télétravail. Donc l'effort physique est de moins en moins nécessaire. On a un accès immédiat à la nourriture. On a des livraisons à domicile, on a des plats qui sont tout faits, qu'on n'a plus qu'à réchauffer au micro-ondes. On ne doit pas aller très loin pour avoir de la nourriture et c'est généralement disponible 24 heures sur 24 et très très rapidement. Les changements de température, finalement, aujourd'hui, même dans les pays froids, eh bien, on ne la ressent plus énormément. En habitant au Canada, effectivement, je me suis rendu compte que finalement, j'étais bien dans ma maison, même s'il faisait moins 40 à l'extérieur. Alors que 300 ans plus tôt, les nomades autochtones, je ne sais pas comment ils faisaient pour survivre à des hivers avec moins 40 dans leur tipi. Aujourd'hui, on a chauffage, climatisation, vêtements thermiques. Donc, on a de moins en moins d'efforts à faire pour s'adapter aux changements de température. On a aussi énormément de loisirs. On a cette production de dopamine quelque part à la demande. On a les réseaux sociaux, on a Netflix, on a les jeux vidéo. On a cette stimulation positive continue et on a de moins en moins l'occasion de s'ennuyer. Mais la conséquence, c'est que notre quotidien devient de plus en plus facile. Il réduit notre exposition au micro-stress naturel. Et la question à se poser, c'est est-ce que ce monde moderne, ce monde ordinaire, est vraiment intéressant pour notre biologie ? Ou est-ce que finalement, ce
cet ultra confort nous affaiblit. Parce que moins de mouvement entraîne un corps qui s'affaiblit. Baisse de la masse musculaire, baisse du métabolisme, augmentation du risque de douleur chronique, diminution du retour veineux, ankylosage, bref, il y a plein de choses qui font et qui découlent simplement du fait d'être sédentaire. Sédentarité qui a augmenté de 30% depuis les années 70. Moins d'inconfort, c'est aussi moins de résilience. Lorsque l'on étudie l'impact du stress positif, par exemple sur le système osseux, on sait que lorsque les astronautes partent en orbite, ils reviennent avec une densité osseuse bien moindre parce qu'ils n'ont même plus les microstress de la gravité. Et donc aujourd'hui, l'adaptation au froid au chaud, j'entends en été par exemple des gens qui me disent « Ah, j'ai pris un petit coup de froid et ils ont un rhume ». Est-ce que c'est réellement normal ça? Si je reviens sur les autochtones du nord de l'Amérique du Nord, vivre tout un hiver par moins 30, moins 40, alors certes, seuls les plus résistants, les plus forts pouvaient survivre, on n'en est plus là, mais à l'inverse, est-ce que nous ne devrions pas être proactifs par rapport à ces microstress pour recréer un monde un peu plus stimulant? Une alimentation facile, ben oui, avant il fallait dépenser de l'énergie pour pouvoir en consommer. Et donc, effectivement, faire du sport à jeun, c'est ce qu'on faisait pendant des siècles, puisqu'on n'allait pas aller au frigo avant d'aller chasser. Donc, il fallait faire toute une série de choses pour avoir à manger. Aujourd'hui, on n'a plus d'efforts pour aller acquérir des calories, mais en plus, on a une augmentation de 30% des calories vides et des calories en général depuis les années 70. Donc, vous avez d'un côté une diminution de l'activité physique de 30% et de l'autre une augmentation des calories vides de 30%. On le voit d'ailleurs dans cette grande pandémie mondiale du surpoids et de l'obésité, aussi bien chez les adultes que chez les enfants, dans la plupart des pays industriels. On a également une surcharge cognitive et mentale. Depuis 25 ans de carrière, je n'ai jamais vu autant de problèmes de sommeil et de gestion du stress à cause justement de cette addiction à la dopamine. Trop d'informations, de plus en plus besoin de stimulation, des gens qui vont regarder la télévision et être sur les réseaux sociaux en même temps, voire sur 2 programmes en même temps, ça augmente la fatigue mentale, ça diminue la capacité de récupération et on se retrouve à n'importe quel âge aujourd'hui en burn-out, en épuisement mental et physique, et parfois en dépression. On a donc une vie beaucoup trop linéaire qui manque de sens, de satisfaction, on a une absence de défi réel, on a une recherche constante de gratification instantanée et de moins en moins de gratification profonde, d'individuation. Et ça, à l'heure où j'enregistre cet épisode, j'ai un deuxième projet que vous allez peut-être découvrir en parallèle ou dans mes prochains épisodes, justement sur cette quête du héros d'un point de vue pratico-pratique. Ce seront des épisodes expérimentaux qui vont pouvoir compléter cette description des 12 étapes du héros que je vous propose ici. Conséquence, un corps et un esprit de plus en plus fragiles face aux défis de la vie. Et c'est pour ça que mon mantra depuis 25 ans, c'est « In shape to grow ». Aristote disait être en forme pour bien penser. Il obligeait ses disciples à pratiquer la lutte gréco-romaine pour avoir suffisamment de conditions physiques et donc de forme physique pour comprendre ses enseignements. Et quand je l'ai entendu, je me suis dit, mon mantra, ça va être « in shape to grow », être en forme pour bien grandir. Grandir non plus physiquement, mais grandir à travers les événements de la vie. Parce que quand vous êtes fatigué, déprimé, addict au café et à la dopamine, comment voulez-vous faire face aux événements de la vie? Parce qu'on le sait, on ne peut pas avoir une vie uniquement d'amour et d'eau fraîche. Et donc, ce monde ultra confortable répond-il aux vrais défis de notre vie? Quand l'inconfort surgit, une maladie, un stress, un effort physique un peu plus important, une période un peu plus intense, sommes-nous vraiment prêts à y faire face? Avons-nous encore la capacité naturelle d'adaptation, qui est pour moi un élément essentiel à la santé physique et mentale? Et si la clé du bien-être n'était pas d'éliminer le stress, parce qu'il est important, il faut pouvoir le doser, mais de développer une certaine résilience, voire, comme on en a parlé dans le tout premier épisode de 2025, une certaine robustesse.
C'est-à-dire qu'on n'a même plus besoin de tomber pour se relever, mais on arrive à avoir une telle adaptabilité que, quel que soit le stress, le challenge, oui, ça peut nous toucher profondément, mais on va pouvoir traverser cette épreuve avec sérénité. Ce monde ordinaire étant, je dirais, dépeint, en tout cas être décrit, c'est une parfaite transition vers la deuxième étape qui sera l'appel à l'aventure. Parce que si ce monde vous convient, vous pouvez vous arrêter ici, vous n'avez pas besoin de passer les autres épisodes. Par contre, si certaines choses vous tourlupinent suite à la description de ce monde moderne, peut-être que vous avez autour de vous quelqu'un qui était en parfaite santé, puis qui malheureusement est atteint d'une maladie plus ou moins importante, chronique. Peut-être vous-même, vous avez depuis plusieurs dizaines d'années, ou plusieurs années simplement, tenté de faire des régimes, de retrouver l'énergie, de trouver un peu plus de sérénité, de paix de l'âme, et que vous n'avez pas réussi, ou en tout cas c'était en temps de scie, eh bien je vais vous inviter à poursuivre cet épisode et tous ceux qui vont suivre. Donc, avant de passer à cet appel à l'aventure, c'est à vous à présent. C'est votre histoire personnelle que je vais vous inviter à mettre sur papier. C'est votre histoire personnelle qui vous a amené à l'état de santé, de mal-être, de surpoids et de fatigue que vous avez aujourd'hui. Je vous invite donc à répondre aux questions suivantes avec attention. Premièrement, quelques questions pour explorer le passé et le rapport au corps avant l'apparition de ce mal-être. Avant la situation que vous avez aujourd'hui, qu'il soit plus ou moins important sur une échelle de mal-être, comment perceviez-vous votre corps? Parce qu'évidemment, si on veut utiliser ce corps pour une quête, vous devez avoir une bonne relation avec. Quel rôle jouait l'alimentation, par exemple, dans votre vie? Était-elle source de plaisir, de contrôle ou d'angoisse? Quels étaient vos liens, ou quels sont vos liens avec l'activité physique? Est-ce une contrainte ou un plaisir? Parce que tous ces éléments-là vont devoir être transformés pour pouvoir justement entrer dans cette quête. Alors, je vais vous accompagner. Cet appel à l'aventure va justement être en lien avec ces éléments. Pouvez-vous identifier un moment clé où vous vous êtes senti en pleine possession de votre corps et de votre énergie dans votre histoire? Deuxième série de questions, c'est vivre avec ce mal-être au quotidien et ses conséquences. Alors, toutes ces questions se retrouvent également dans la description de cette vidéo. Comment votre corps a-t-il changé ces dernières années? Qu'est-ce que vous avez pu observer comme changement? Comment avez-vous vécu ces changements? Peut-être vous dites-vous que vous dites à vous-même que ce sont les années, que c'est le stress, que vous ne pouvez rien y faire, que vous avez toujours été comme ça. Quelles émotions ont émergé face à cette transformation physique? Avez-vous l'impression de perdre une partie de votre identité à travers cette transformation? Ou, en parallèle, peut-être, pensez-vous que c'est votre identité et que vous ne pourriez pas le changer? Et là, j'espère que vous allez poursuivre la quête avec moi. Avez-vous ressenti un décalage entre l'image que vous avez de vous-même avant et celle que vous avez aujourd'hui? Et où en êtes-vous aujourd'hui? Comment décririez-vous votre quotidien aujourd'hui en quelques mots? Quel est votre monde ordinaire? Quels sont les principaux obstacles que votre corps ressent au niveau du corps ou de l'esprit? Avez-vous des habitudes que vous aimeriez changer, mais que vous n'arrivez pas à modifier, que vous avez tenté de modifier ces dernières années? Ressentez-vous des émotions récurrentes liées à votre corps, que ce soit la frustration, la tristesse, l'indifférence, l'espoir? Et comment votre entourage influence-t-il cette perception du corps et de votre santé, votre bien-être aujourd'hui? Également, c'est un moment dans ce monde ordinaire de prendre conscience des croyances et des récits intérieurs. Si votre histoire était un livre ou un film, comment décririez-vous le personnage principal que vous êtes aujourd'hui? Si certaines questions ne vous inspirent pas autant, qu'elles sont un peu trop effectivement romanesques, eh bien vous ne mettez rien et voilà, on pourra en rediscuter éventuellement ensemble si vous avez besoin de mon aide. Quelles sont les phrases automatiques que vous vous répétez sur votre corps et votre santé? Je suis trop fatigué pour changer, ça ne marchera pas avec moi, j'ai déjà tout essayé, voilà. Ces croyances viennent-elles de vous ou ont-elles été influencées par votre entourage, la société ou un passé médical? Je me souviens d'avoir quelqu'un qui disait « c'est normal à 50 ans de porter les lunettes ». Allez voir dans certaines régions du monde, à 80 ans, tout le monde n'a pas des lunettes. Alors,
On est alors à la porte d'un premier changement. Qu'est-ce qui vous manquerait aujourd'hui pour vous sentir plus aligné avec la personne que vous voulez devenir? Si vous pouviez vous réveiller demain avec une seule chose à transformer, qu'est-ce que ce serait? Parce que ce sont des graines que nous allons semer maintenant pour la deuxième étape. Pouvez-vous imaginer une version de vous-même qui aurait traversé ces défis et qui vivrait en harmonie avec son corps? À quoi ressemblerait-elle cette personne? Alors ceci termine ce premier épisode qui à la fois vous explique ce qu'est la quête du héros et une partie du travail de Joseph Campbell qui représente des heures et des heures de conférences et de cours à l'université. Ici, je l'ai décrit en quelques minutes et je vous ai fait un parallèle avec la recherche de la santé optimale. On peut avoir une quête du héros pour plusieurs objectifs. Que vous soyez Ulysse ou que vous soyez Luke Skywalker ou que vous soyez Nemo, chacun de ces personnages a une quête spécifique. Ici, la quête que je vous propose de réaliser, c'est la quête de votre santé optimale. Et nous venons de poser les bases d'une introspection sur votre monde ordinaire. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les envoyer sur david.germo@gmail.com avec comme sujet quête du héros et je me ferai un plaisir de vous y répondre. Alors, d'ici notre prochain épisode, prenez soin de vous.